Nous allons voir ici, dans le cadre du cours de sciences et technologies, ainsi que du cours de sciences et technologies de l'environnement, quelques transformations chimiques qui sont communes. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres, alors nous allons simplement voir quelques-unes qui sont plus fréquentes, disons. Ouais. Alors, les premières catégories, ce sont les réactions de synthèse et de décomposition. Dans le cas d'une réaction de synthèse, c'est deux ou plusieurs réactifs qui forment un nouveau produit. Donc, on part avec des molécules qui sont plus simples, puis on va finir avec une molécule qui est plus complexe. Pour les élèves qui sont en STE, peut-être dans des situations où vous avez, par exemple, une réaction endothermique, très souvent, ça va être des réactions de synthèse à ce moment-ci. Donc, la formule générale, c'est deux réactifs vont former un produit, donc une molécule plus complexe. Bien sûr, il peut y avoir plus qu'un produit, mais à la base, on part avec des molécules plus simples, puis on finit avec au moins une molécule plus complexe. La décomposition, c'est le contraire. On part avec un composé, donc une molécule plus complexe, et puis on va produire deux ou plusieurs produits qui sont des molécules plus simples. Encore là, la formule générale, molécules plus complexes AB qui devient les molécules A et B. Deuxième catégorie de réaction chimique, une réaction, il y a la formation d'un précipité lors du mélange de deux solutions. Alors, voici un exemple. On a du chlorure de solution, du chlorure de calcium, pardon, en solution aqueuse et du nitrate d'argent encore en solution aqueuse. Donc, on réalise ici que ce sont deux sels, n'est-ce pas? Du sodium et du chlore, donc ça c'est un sel, puis de l'argent, un métal, et un ion polyatomique non métallique, donc un autre sel. Sauf que le nitrate d'argent, lui, il est soluble dans l'eau, tout comme le sel, le chlorure de sodium. Par contre, quand on les met ensemble, quand on mélange les deux solutions, on va former un autre sel, donc il va y avoir un échange entre l'élément non métallique et l'élément métallique. Donc, on obtient du chlorure d'argent, mais ce chlorure d'argent, ce sel n'est pas soluble dans l'eau, donc ça va former un précipité, c'est-à-dire des petites particules de solide qui vont se former dans le liquide, puis éventuellement qui vont se déposer, donc vont se précipiter au fond du contenant. Ouais. Donc, on a du chlorure de sodium et puis du chlorure d'argent, pardon, et du nitrate de sodium ici, qui lui est un autre sel, mais celui-là soluble dans l'eau. Une autre catégorie de réaction, c'est la neutralisation acido-basique. Alors, la formule générale de la neutralisation acido-basique, c'est un acide en solution aqueuse et une base en solution aqueuse vont former un sel et de l'eau. D'accord? C'est toujours le même type de résultat, donc on forme toujours un sel et de l'eau. Il faut bien sûr que ce soit des bases et des acides qui soient d'un pH opposé comparable, mais ça, on ne rentrera pas là-dedans. Donc, on va utiliser, par exemple, la neutralisation acide si, en cas d'un déversement, d'un incident, on veut neutraliser un acide, mais on va utiliser une base. Et puis, le cas contraire, si on a renversé une base, qui est quand même un produit qui peut être très, très corrosif, bien, on va le neutraliser avec un acide. À la fin, on obtient un sel et de l'eau, donc deux substances qui ne sont pas nocives ou certainement beaucoup moins nocives pour l'environnement. Donc, si notre neutralisation acido-basique est complète, à la fin, on peut vérifier ça en vérifiant le pH. Souvenez-vous qu'un pH plus faible que 7, de plus bas que 7, bien, ça indique qu'il y a un acide. Si c'est un pH de plus de 7, bien, c'est une base. Alors, si on a 7, c'est-à-dire que le mélange ou la substance est neutre à ce moment-là. Okay? Donc, par exemple, ici, okay, si j'ai de l'acide chlorhydrique qui réagit avec du dihydroxyde de magnésium, à la fin, je vais avoir du sulfate de magnésium et de l'eau. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on dirait une mole d'acide, H2SO4, va neutraliser une mole d'hydroxyde de magnésium ou de dihydroxyde de magnésium. Ou pour les élèves qui sont en ST seulement, bien, ce serait l'équivalent de dire une molécule d'acide va neutraliser une molécule de base. Puis dans ce cas-ci, ça nous donne
une molécule de MgSO4. Hein? Bien sûr, ça pourrait être un nombre fractionnaire, donc on peut avoir une demi-mole de plus une demi-mole de pour se neutraliser mutuellement. Souvenez-vous qu'il y a différents indicateurs de pH. Par exemple, le papier tournesol. Donc, le papier tournesol rouge devient bleu dans une base. Le papier tournesol bleu devient rouge dans un acide, mais ça ne réagit pas à une base. OK? Donc, puis, si la solution est déjà neutre, bien, il ne changera pas de couleur. On peut aussi utiliser pour indiquer le pH un papier indicateur universel. Alors ça va venir avec une échelle de couleur. Donc, on trempe un bout de papier dans notre solution et puis après ça, on compare avec l'échelle qui va nous indiquer soit son acidité, s'il est neutre ou bien s'il est basique. Une autre substance qu'on peut utiliser, c'est la phénylphthaléine. La phénylphthaléine, elle, c'est une substance qui est claire au départ. Lorsqu'on la verse dans une solution qui contient une base, elle va devenir fuchsia. Donc, comme ceci. D'accord? Alors, ça ne nous indique pas un pH précis, puis ça ne nous indique pas si la solution est acide. Par contre, ça nous permet de savoir si la solution est basique. La solution, pardon, elle est basique. Bon, il y a d'autres moyens aussi de vérifier le pH d'une substance. On a un appareil électronique, par exemple, qui s'appelle un pH-mètre, qui va indiquer sur un indicateur numérique précisément le pH de la solution. Et puis, il existe encore d'autres méthodes aussi pour vérifier le pH. Une autre catégorie de réaction, c'est une réaction d'oxydation. Alors, dans le cas d'une réaction d'oxydation, plus souvent qu'autrement, ça va être de l'oxygène qui va réagir avec un métal. De l'oxygène ou du dioxygène peut réagir avec d'autres substances aussi dans certains cas. Ça peut être par exemple dans certains aliments. Ça peut être par exemple certains plastiques. Okay? Mais essentiellement, on va produire un oxyde. Donc, on voit ici, par exemple, de l'oxyde de fer, ce qu'on appelle communément de la rouille. Ici, on voit du cuivre avant d'être oxydé, alors que la cuivre noirci, ici, c'est de l'oxydation. Quelque chose qui est différent là, de ce qu'on appelle du verre de gris, qui est une autre sorte de réaction chimique. Okay? Donc, dans un cas comme dans l'autre, ici, le dioxygène, c'est lié aux atomes du métal. Une autre catégorie de réaction, c'est une réaction de combustion. Alors, une réaction de combustion, c'est une réaction où de l'oxygène va réagir avec une autre substance et va dégager beaucoup d'énergie. Alors, c'est une réaction exothermique pour les personnes qui sont en STE, vous allez comprendre. Donc, dans ce cas-ci, pour qu'il y ait combustion, on a besoin de 3 facteurs. On a besoin d'un comburant, on a besoin d'un combustible, puis on a besoin d'atteindre la température d'ignition. Alors, le combustible, ça va être la substance qui va réagir avec l'oxygène, qui va être consommé essentiellement. Donc, le combustible, ça peut être du papier, du bois, du gaz naturel, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qui va brûler, disons. Pour que le combustible puisse brûler, bien, il faut qu'il soit en présence d'un comburant. Donc, dans notre cas, le comburant, ce dont on va parler, là, ça va toujours être du dioxygène, du O2. Imaginez, par exemple, que vous allumez une chandelle et puis que vous mettez un verre par-dessus la chandelle. Bien, vous allez noter qu'au bout de quelques instants, la chandelle va s'éteindre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a du combustible, donc la cire de la chandelle, mais on n'a plus de comburant, on n'a plus d'oxygène. Donc, la combustion s'arrête. L'autre facteur à considérer, bien sûr, c'est la température d'ignition. Alors, même chose, par exemple, du papier peut brûler, n'est-ce pas? Fait que si j'allume une feuille de papier, bien, l'oxygène qui est dans l'air va réagir avec le papier et ça va brûler. Pourquoi est-ce que le papier ne prend tout simplement pas en feu quand il est exposé ou déposé tout simplement sur une table? Bien, c'est parce qu'on n'a pas atteint la température d'ignition. Alors, pour que le papier puisse brûler,
bien, il faut que j'atteigne la température d'ignition. Fait que, plus souvent qu'autrement, par exemple, si je veux brûler une feuille de papier, je vais prendre une allumette et puis je vais je vais allumer une allumette près de la feuille de papier. La température du papier va monter, puis éventuellement, ça va prendre en feu. À partir de ce moment-là, à cause du type à cause du type de réaction, ou de la catégorie de réaction, bien, l'énergie dégagée par la combustion du papier va être assez grande que ça va pouvoir continuer la réaction sans arrêt. Donc, le papier va continuer de brûler. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir, de comprendre le triangle de feu? C'est parce que, par exemple, okay, si on veut éteindre un feu, les pompiers qui arrivent sur un endroit où il y a un incendie, bien, ils vont devoir contrôler un ou plusieurs de ces facteurs-là pour éteindre le feu. Par exemple, disons qu'une maison brûle. Bien, on met de l'eau sur la maison. Alors, pourquoi mettre de l'eau sur la maison? Bon, ça semble évident, mais deux raisons. Première des choses, on va tenter de réduire la température d'ignition. Si la température d'ignition n'est pas atteinte, le feu va arrêter. Une autre chose, si on met de l'eau, par exemple, sur un matériel combustible comme du bois ou quelque chose comme ça, bien, on fait une barrière entre le combustible et le comburant. Donc, il ne peut pas y avoir de feu. Dans certaines situations, imaginez par exemple une maison qui brûle, puis il y a une maison à côté. Bien, si la maison qui brûle dégage beaucoup de chaleur, elle pourrait faire brûler la maison qui est à côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va arroser la maison qui est à côté, même si elle n'est pas en feu. Pourquoi? Bien, on veut empêcher les matériaux de la maison d'atteindre la température d'ignition. Un dernier exemple, imaginez un feu d'huile dans une poêle. Okay? Vous faites frire quelque chose, mais vous avez oublié votre poêle sur le rond, puis là, tout d'un coup, l'huile a atteint sa température d'ignition et se met à brûler. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Ce ne serait vraiment pas une bonne idée d'aller mettre de l'eau là-dessus, ça éclabousserait partout, puis là, ce serait 2 fois plus dangereux. Par contre, on pourrait tout simplement prendre un couvert, le mettre par-dessus la poêle. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? Bien, on coupe l'accès du comburant au combustible. En d'autres termes, il n'y aura plus d'oxygène pour faire continuer de brûler le combustible. Donc, le feu va s'éteindre. Bien sûr, après ça, bien, il faudrait éteindre le rond, déplacer très prudemment la poêle. Mais vous saisissez ici la situation. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on s'occupe d'éliminer un ou plusieurs de ces facteurs pour arrêter la combustion. OK, maintenant, on peut parler de différents types de combustion. Donc, on dit que la combustion, c'est toujours une réaction qui dégage une bonne quantité d'énergie. OK? Par contre, ben, cette énergie-là peut être libérée très lentement. Et par exemple, de la rouille qui se forme, alors à ce moment-ci, on parle de combustion lente. Okay? L'oxydation du fer dégage toujours de l'énergie, mais sur une très grande période. La formation du vinaigre va aussi être une forme de combustion lente. Il faut remarquer qu'on obtient plus d'énergie, donc c'est une réaction exothermique, là, pour ceux qui sont en STE. Mais encore là, dans ce cas-ci, on dégage plus d'énergie qu'on en absorbe, mais ça se fait sur une période assez longue. Okay? Un exemple de combustion lente qui est très, très important pour nous, c'est la respiration cellulaire. D'accord? Donc, le dioxygène va réagir avec le glucose et va produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. Et donc, à ce moment-ci, on a une combustion lente. D'autres exemples de combustion, la combustion vive. Alors, pensez par exemple à du papier qui brûle, de l'essence qui brûle dans un moteur. Donc, une grande quantité de chaleur est dégagée très rapidement. Finalement, on a ce qui s'appelle la combustion spontanée. Dans le cas de la combustion spontanée, on a deux matériaux, comburant et combustible, qui sont ensemble et par différents moyens, notamment par exemple l'oxydation de l'huile, par exemple dans des céréales, bien, on va atteindre la température d'ignition éventuellement, puis quand la température d'ignition va être atteinte, ça va prendre en feu tout seul. Okay? Alors, à ce moment-ci, on parle de combustion spontanée. Okay? C'est de la combustion spontanée parce que ça va prendre en feu sans avoir ajouté de l'énergie externe.
Finalement, il y a deux sortes de réactions pour lesquelles vous devez savoir par cœur l'équation chimique. Okay? La respiration cellulaire, ça, ce sont des réactions que vous avez en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Rendu à secondaire 4, vous devez savoir par cœur l'équation chimique de la respiration cellulaire. Alors, le C6H12O6 plus 6O2 va donner 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. Vous pouvez être certain que dans le cas de la respiration cellulaire ou de la photosynthèse, je vais vous poser des questions là-dessus dans l'examen et il faut absolument savoir par cœur ces deux équations chimiques-là. Donc, vous devez les pratiquer, les apprendre par cœur, photosynthèse, respiration cellulaire.